Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 30 décembre. À la veille d'un réveillon en tout point inédit, les traces laissées par la tempête sur l'ensemble du territoire français sont encore loin d'être toutes recensées. Le bilan humain provisoire s'établit à 83 morts dans 35 départements. La mobilisation des agents de l'EDF, aidés par des collègues étrangers, laisse malgré tout 800 000 foyers sans courant. 3 ouvriers EDF ont été blessés dans la chute d'un pylône dans la Marne. Le président Chirac était en Haute-Vienne pour entendre les doléances de communes qui manquent de moyens. Polémique sur les premières aides de l'État, polémique non relayée par le chef de l'État. Les dommages causés au massif forestier nécessiteront des dizaines d'années de réparation. Nous sommes allés dans la lande girondine où un tiers des pins sont à terre, tandis que les voies de communication, routes et chemins de fer retrouvent peu à peu un trafic quasi normal. Des inondations menacent très sérieusement le Maine-et-Loire. La décrue est cependant amorcée en Bretagne et en Normandie. Sur les côtes de la Marée Noire que nous avons pu survoler de La Rochelle, Île de Ré jusqu'à Noirmoutier, c'est un véritable saupoudrage de plaques de fioul. Comment stocker ce qui a été ramassé par les bénévoles? Nous l'expliquerons avec un reportage à Donge. Cet après-midi, Total Finet annonce un plan d'urgence de 40 millions de francs pour le nettoyage afin de réduire aussi les polémiques. En Turquie, une autre pollution pétrolière est en train de faire crever des milliers d'oiseaux. 28 heures avant le passage à l'an 2000, nous évoquerons les préparatifs de la fête, malgré tout, et puis en compagnie de Michel Drucker et Jean-Luc Delarue, un aperçu de l'an 2000 sur France 2 à partir de 10 h demain matin. Donc un bilan officiel provisoire communiqué par la sécurité civile de 83 morts dans 35 départements après les 2 tempêtes. Le département le plus touché est la Charente-Maritime avec 13 morts dont un sapeur-pompier. Il est vrai qu'aujourd'hui l'activité économique et sociale en France a peu à peu repris, mais il reste encore 800 000 foyers sans courant. C'est pourtant pas faute d'une intense activité des agents d'EDF, notamment dans la Marne et l'Aube, avec le concours de collègues étrangers, italiens, allemands ou encore anglais. Explication Nathalie Moisan et Laurent Bailly. Branle-bas de combat chez EDF, quand l'armée vient prêter main forte aux techniciens débordés. Le 121e régiment du train de Montlhéry stabilise ici les sols pour permettre aux véhicules d'EDF de venir réparer les pylônes cassés. Normalement, on devrait relever nos plaques dans 2 jours pour les replacer à notre endroit. Nous sommes dans l'Essonne sur l'un des chantiers prioritaires d'EDF, le rétablissement d'une des connexions entre les réseaux nord et sud de la France. Un chantier prévu pour durer jusqu'au 8 janvier. Au nord de Paris, cette fois, ce sont les Anglais de London Electricity qui arrivent en renfort. La coordination des troupes s'organise. Tout n'est qu'une question de communication. Compagnie importante. Des renforts humains, mais aussi matériels. Ici, des grues et des engins de forage. Matériel et moyens humains, en tout cas, toutes les bonnes volontés sont accueillies à bras ouverts. Ici, dans l'Aube, ce sont des hommes et des femmes de la sécurité civile allemande qui sont venus prêter main forte avec leurs 12 groupes électrogènes. Je suis volontaire, dit cet homme. Problème, ils n'ont pas encore d'affectation précise, les demandes affluent de partout. Il y a trop de gens qui veulent avoir de l'électricité, donc il faut avoir une priorité d'abord. C'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est sur le pont, il y a beaucoup de précipitations, quelquefois c'est vrai, il faut le reconnaître au détriment de l'efficacité, mais nous essayons de faire pour le mieux, le plus vite possible, le plus rapidement possible. Bonne volonté également du côté des retraités d'EDF, appelés bénévolement à la rescousse. Comme cet ancien agent d'exploitation, on leur confie surtout des tâches d'encadrement de chantier. Vous ne devriez pas être ici, normalement vous devriez être... Au chaud, à la maison, c'est vrai. En fait, un peu partout se tissent des réseaux de solidarité, là où les besoins se font les plus urgents. Ce soir, 220 000 foyers sont toujours privés d'électricité dans le centre, 190 000 dans le sud-ouest, 180 000 dans l'ouest. Au total, avec l'est et le nord, 800 000 familles sont dans le noir. Une situation qui pourrait se poursuivre plus longtemps que prévu. Selon le ministre de la Défense, il faut se préparer à héberger les personnes privées d'électricité. Alors on ne dira jamais assez la difficulté du travail des personnels de l'EDF. 3 ouvriers qui réparaient un pylône. Ce pylône entre Damary et Dormans, près d'Épernay dans la Marne, ont été blessés. Le pylône les a entraînés dans sa chute. Les 3 hommes sont polytraumatisés. 2 d'entre eux ont été hospitalisés.
Faute d'électricité, il y a toujours des abonnés au téléphone qui ne peuvent utiliser leurs appareils. Aujourd'hui, 1 million d'abonnés étaient privés de téléphone et la remise en état pourrait s'étaler sur plusieurs semaines. France Télécom a ouvert un numéro vert, c'est le 0800 800 413. Tandis que Bouygues Télécom propose aux mairies des téléphones mobiles gratuits. Beaucoup de communes doivent faire face à des problèmes quotidiens très simples, très compliqués, parfois aussi à résoudre en même temps. C'est la débrouille. Question congélateur, comme l'ont constaté en Limousin Elsa Margou et Éric Delagneau. Il y a de gros problèmes forcément avec les congélateurs, on atteint le terme. C'est devenu une véritable obsession. Plus que le manque de lumière ou de chauffage, la perte des réserves alimentaires occupe tous les esprits. Alors chacun se précipite dans les gymnases ou les mairies qui ont encore du courant pour y installer le congélateur et son précieux contenu. C'est nos oies, nos dindons, nos canards, nos poulets, c'est ce qui prend le plus de place dans un congélateur. C'est ça. Ça vous ferait mal au cœur de les perdre? Oui, bien sûr, bien sûr. On les a élevés, on les a nourris. Ce serait dommage de les foutre à la poubelle. Quand vous pensez qu'un seul canard, il faut déjà plus de 100 francs pour avoir un canard. Alors, on en a, nous, ici, il y en a plusieurs. Des dizaines et des dizaines de congélateurs ont été rassemblés ici par les habitants. Certains ont même fait le voyage depuis les départements voisins, eux aussi sans électricité. Chez les Savary, aujourd'hui, on a fini par déménager les 3 congélateurs familiaux. Date de péremption oblige. Là, c'était limite. Ouais. On avait fait tourner des groupes électrogènes pendant 2 matinées, ça pouvait pas tenir plus. Étonnante préoccupation que celle de la nourriture quand on vit dans le noir ou qu'on manque d'eau potable. Mais dans les campagnes, le congélateur est synonyme de survie. Ça peut être bizarre pour quelqu'un qui ne vit pas en milieu rural. Pour nous qui sommes en milieu rural, c'est une chose, ça fait partie d'un certain désenclavement également. Imaginez qu'on vienne à manquer, comme on dit chez nous, et la vie s'arrête, tout simplement. Et demain, les propriétaires viendront sans doute les vider pour le réveillon le plus triste du millénaire. La France doit faire état de son cœur. Ce sont quelques-uns des propos tenus par le président de la République venu à Limoges aujourd'hui et dans les environs de la préfecture de la Haute-Vienne prendre la mesure de la situation. Commentaire Roland Sicard. Dans le petit village de Nieul, au cœur de la Haute-Vienne, on manque de tout depuis 3 jours. Plus d'électricité, plus de téléphone, plus rien, ou presque. Alors forcément, lorsque le président de la République arrive avec son épouse, il est très attendu. C'est vrai que sur notre commune, ce qui est catastrophique, c'est les arbres qui ont coupé les routes et qui sont tous par terre, quoi. Un agriculteur hier me disait qu'il avait 250 arbres par terre. Un peu plus loin, à la maison de retraite, on s'éclaire avec les moyens du bord. Mais on a beau être des vieux de la vieille, on a beau en avoir vu d'autres, on cherche refuge ailleurs quand on peut. Vous serez mieux chez votre fille. Tout à fait. Oui, vous serez mieux chez votre fille. Ça, c'est sûr. Vous reviendrez après. On commence à voir en courant. Bien sûr. Dans le département, la tempête a fait 3 morts et 110 000 foyers étaient ce matin sans électricité. Mais c'est peut-être les agriculteurs qui sont les plus pénalisés. Il y a beaucoup de travail. Là, c'est un éleveur qui a tout perdu. Ici, une horticultrice qui doit repartir à zéro. Chez les Touvenais, les serres ne sont plus qu'un souvenir, tout est fichu. Jacques Chirac comprend son message, la solidarité. Non, mais on y croit, puis on y arrivera. Oui, j'y arriverai sans aucun doute. Mais il y a un problème maintenant à résoudre qui est le type d'aide à apporter à ce genre de... Nous sommes à un moment où la France doit également faire état de son cœur. Et elle le fera, je n'en doute pas. Le président de la République qui a aussi rencontré les élus pour un point précis de la situation. Les petites communes sont parmi les plus touchées. Il faudra des semaines pour réparer. Vous l'avez entendu, les échanges avec le président de la République ont été plutôt courtois, mais en Gironde, nos envoyés spéciaux, David Bazier et Vincent Dubrocard, ont interrogé plusieurs élus de villages sinistrés. Ils font grise mine et ne mâchent pas leurs mots devant la faiblesse, disent-ils, de l'aide annoncée par le gouvernement. 40 communes sont concernées par l'arrêté de catastrophe naturelle et les premiers millions prévus par M. Jospin seront très vite absorbés. La salle des mariages transformée en cellule de crise. Les centaines de petites communes sinistrées mesurent d'heure en heure une facture qui s'alourdit. Le maire de Léognan en Gironde est socialiste et président de l'association des petites villes de France. Pour lui, les 100 millions débloqués par le gouvernement sont une marque d'avarice.
On est girondins ici. Eh bien, l'effort de l'État, c'est 2 fois le transfert de Dugarry. Donc ça vous donne un petit peu la limite de l'aide qui est proposée d'aujourd'hui. Quand on sait aussi qu'on a des surplus fiscaux qui sont rentrés de plus de 23 milliards de francs sur l'année 99 au niveau de l'État, la somme me paraît bien peindre au départ. Monsieur Mondonnet, on va terminer peut-être les écoles et puis on va passer pour aller au gymnase. Avec les élus, des ingénieurs conseils, des experts en assurance entament un complexe inventaire financier des dégâts. C'est dramatique, on a du mal encore à évaluer le montant total du sinistre. Bon, ce que l'on a envie de dire, il faut surtout mettre une logistique en place pour sauver ce qui peut l'être et essayer notamment de lancer tout ce qui est nettoyage. Difficile de chiffrer, mais on estime que la facture à payer pour une petite commune sera située entre 500 000 et 10 millions de francs. Elles sont des milliers à être ainsi sinistrées. L'aide annoncée par le gouvernement apparaît alors comme bien dérisoire. Oui, tout à fait. Les assurances interviendront bien entendu, mais enfin bon, nous aurons des sommes importantes à verser, puisque bon, la franchise est de l'ordre de plus de 8 000 francs et qu'ensuite la charge pour la commune sera de l'ordre de 10% des travaux. La réparation des bâtiments communaux, le déblayage des routes, l'évacuation des tonnes de bois, les petites villes partent à l'urgence mais risquent de se retrouver dans une impasse financière. Alors il faut préciser qu'évidemment que ces 140 millions débloqués hier soir par le gouvernement officiellement ne sont qu'une première aide d'urgence. Mais le mot de dérisoire est employé par le porte-parole du RPR, Patrick Devedjian. Et il y a ainsi une polémique qui s'alimente, mais polémique à laquelle ne prend pas part le chef de l'État. Commentaire Laurent Hakim. Une facture probable de plus de 15 milliards de francs, une aide de l'État de 140 millions. L'opposition ne ménage pas ses critiques sur les mesures gouvernementales après la marée noire et la tempête. Dans la Sarthe, François Fillon prend la mesure des dégâts et juge l'enveloppe de l'État très insuffisante. Je crois que le gouvernement aurait mieux fait de ne citer aucun chiffre. Ou bien on dit qu'on va faire ce qu'il faut pour remettre le pays en ordre de marche, ou bien on annonce des sommes qui sont des sommes conséquentes. Sur les 140 millions d'aides d'urgence, 100 millions sont pour les victimes des intempéries, 40 millions pour les sinistrés de la marée noire. Mais face à l'ampleur du désastre, l'opposition demande que l'on puise dans ce qu'elle appelle la cagnotte fiscale. L'État a bénéficié cette année de 32 milliards de recettes fiscales supplémentaires, inespérées, qui n'avaient pas été comptabilisées. Et donc, on se demandait ce qu'on allait en faire. La réponse est évidente aujourd'hui. Pour tenter d'enrayer cette polémique, Christian Sauter rappelle que l'État ne paiera pas à la place des assureurs, mais le gouvernement ira au-delà de l'enveloppe dégagée en urgence, affirme le ministre de l'économie. Pour le chef de l'État, il ne s'agit pas non plus d'un problème financier. Tout le monde a bien conscience que l'effort de solidarité nationale doit être au niveau de l'ampleur du phénomène et de la catastrophe. Donc je crois que ce ne sera pas un problème d'argent. Au-delà de cette polémique, le gouvernement cherche à exprimer sa solidarité aux régions touchées. À son tour, Jean-Pierre Chevènement est allé sur le terrain aujourd'hui dans le Médoc pour notamment rendre hommage aux pompiers victimes de la tempête. L'autre volet de l'aide gouvernementale annoncée hier concerne la présence des militaires venus aider aux réparations et aux hébergements de première urgence. Dans les Vosges, et plus particulièrement non loin d'Épinal, les soldats rencontrés par Richard Binet et Diane Richard pour France 2 déblayent les routes et visitent tous les hameaux sinistrés. La forêt vosgienne vue du ciel, ou plutôt ce qu'il en reste. Nous sommes à bord d'un Fennec, un hélicoptère de l'armée française. Même le pilote a du mal à se repérer dans ce labyrinthe de troncs, de champs inondés, de collines dévastées. À nos côtés, le colonel Yves du 1er régiment de tirailleurs d'Épinal. Depuis lundi, il a engagé 150 de ses hommes sur le terrain. Vous avez ici la route que nous avons dégagée ce matin. Tous les axes étaient complètement bouchés. Comme vous pouvez le voir, les arbres étaient en travers de la route. Plus personne ne pouvait accéder au village. Après quelques kilomètres, le convoi doit s'arrêter. Un tronc s'est effondré sur la route pendant la nuit, alors il faut recommencer. Il y a quelques semaines à peine, ces soldats étaient en mission au Kosovo. Aujourd'hui, ils apprennent un nouveau métier, celui de bûcheron. On est venu pour rendre service et travailler. Maintenant, le bûcheronnage, ça n'est pas évident. On a été bien aidés par les sapeurs-pompiers de Sénonne, qui nous ont envoyé des travailleurs compétents, donc
qui nous ont appris, on peut dire sur le tas, à bûcheronner. Chaque jour, le colonel et ses hommes visitent les villages les plus reculés. Celui-ci n'a été libéré qu'hier en fin d'après-midi. Les habitants ont retrouvé le sourire. Si des personnes voulaient être évacuées, parce qu'à l'origine on était monté pour ça. Quel effet ça vous a fait quand vous avez vu les militaires arriver? Ça réchauffe. Bien sûr, on n'a pas le chauffage. La présence des militaires français a permis au village de reprendre un semblant de vie. Même si l'électricité n'est pas rétablie, même si l'on changera de millénaire à la bougie, comme au siècle dernier. Depuis le début de cette semaine, et c'était encore le cas dans le reportage de Richard Binet, les images de forêts dévastées et de rangées d'arbres abattus sont peut-être celles qui marquent le plus, puisqu'elles signifient des décennies de renaissance nécessaires. Un bilan provisoire établi par l'Office national des forêts évoque plus de 30 millions de mètres cubes d'arbres détruits dans les seules forêts publiques de France. Dans la lande girondine, à Saint-Magne, où se sont rendus Cyril Devaux et Bernard Bonarme, un tiers des pins ont été arrachés. Comme si l'on avait soufflé un château d'allumettes. À perte de vue, des milliers de pins maritimes déracinés. Certaines parcelles sont détruites à 100% dans le Médoc et ici, dans la lande girondine. Les racines, ces petites taches noires, ont été arrachées par la tempête où le sol était humide. Où il était sec, les pins géants ont cassé net à quelques mètres du sol. Un véritable cimetière pour Jean-Noël Deben, le conseiller forestier du Sud Gironde, et avant tout, un amoureux des arbres. Je sais pas. Bah, on a presque envie de chialer, quoi, parce que je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il y a ici, quoi. On voit des animaux qui se promènent là-dedans aujourd'hui, ils sont complètement hébétés. Vous avez des chevreuils qui passent à côté de vous, vous avez des écureuils par terre. Ils essayent de retrouver leur environnement, leur écosystème habituel, mais il est détruit, quoi. Un tiers de la forêt girondine dévastée, 20 millions de mètres cubes de bois. L'équivalent de 6 années de production réduite à néant par 6 heures de déluge. Alors, ici, vous avez un pin qui a été complètement déchiqueté. Il reste une partie en l'air qu'on appelle la chandelle et qui évidemment n'est plus utilisable, sinon pour faire de la pâte à papier. Les prix seront forcément cassés. 50 francs seulement le mètre cube pour la pâte à papier. Les pins sur pied auraient été vendus 4 fois plus à une scierie. La tempête n'a pas épargné Michel Larouille, propriétaire de 5000 hectares de pins. Chiffre d'affaires, 10 millions de francs par an. Le chien n'est pas sinistré. Dans ces parcelles, la tempête a causé autant de dégâts que les grands incendies de 1949. Sur le plan financier, on peut considérer que le fait de ce cataclysme va nous faire perdre au moins 30% du prix. Au total, 4 milliards de francs perdus pour les 30 000 propriétaires de Gironde et des Landes. Il leur faudra un siècle pour reboiser. Il faut citer également les forêts d'Alsace-Lorraine, des Yvelines et des Hauts-de-Seine sur la liste des bois désormais promis aux tronçonneuses. Autre urgence, réparer les toits dans les villes. Une estimation sans doute difficile à vérifier de 2,5 milliards de francs est faite concernant les réparations des toits pour l'ensemble du territoire français. Les entreprises produisant des tuiles tournent donc à plein régime pour répondre aux demandes. Reportage à Bordeaux de Florence Griffon, Benoît Gadret et David Bazier. Des bras mécaniques pour venir en aide aux sinistrés. Ici, comme dans la plupart des fabriques de tuiles, les chaînes tournent à plein régime. Les hommes ont eux aussi été réquisitionnés, vacances écourtées pour certains, une mobilisation exceptionnelle pour parer toute éventuelle pénurie. Nous avons largement la capacité à fournir le marché cette année, malgré la surchauffe inévitable qui ne manquera pas de se produire sur les premiers mois, dans le dépannage, dans la rénovation de toutes les toitures endommagées. A priori donc, aucun risque de rupture de stock. Le tout est d'arriver à livrer ces palettes de tuiles, comme ici, à Bordeaux. Dans ce magasin, lui aussi endommagé par la tempête, on guette la prochaine livraison avec fébrilité. Ça devient de plus en plus difficile. Nous avons réussi à avoir des camions d'approvisionnement hier. Maintenant, les accessoires principaux, les tuiles de rive, les faîtières, tous les accessoires qui sont en bordure de toit, on est en rupture pratiquement dans toutes les marques. Les clients, eux, viennent tous les jours et la foire d'Empoigne a vraiment débuté hier. Il y avait au moins 200 personnes qui attendaient à l'entrée du portail. Et les gens rentraient 10 par 10. C'était la panique. La grosse tuile, c'est le cas de le dire. Bref, travail assuré pour les grossistes. Selon la profession des couvreurs, une habitation sur 4 a subi des dommages.
Concernant la SNCF, retour à la normale du trafic ferroviaire à l'exception des liaisons Limoges-Toulouse, Paris-Granville et Nantes-Bordeaux. Pour ces 3 trajets, la SNCF vous conseille de différer vos voyages éventuels. Ce sont les inondations qui provoquent maintenant le plus d'inquiétude, en particulier pour les communes bordant la Loire, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. Une montée des eaux importante est annoncée, mais il y a des crues en Bretagne et en Normandie, ainsi que dans le Nord-Pas-de-Calais. Commentaire Valérie Hermite. La Manche a bien du mal à panser ses plaies. Touchée par la première tempête, c'est maintenant à la crue du Tard qu'elle est confrontée. Toulouville a les pieds dans l'eau, 150 pavillons ont dû être évacués. Oh, hier, on avait peut-être une odeur de 1,50 m, 1,60 m par endroit, quoi. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ça a redescendu de 10 à 15 cm. Plus à l'est, c'est le département de l'Aube qui s'est transformé en un très grand marécage. Un paysage identique entre les villes de Troyes et de Romilly. Plus impressionnante encore est la situation dans la ville du Mans. La Sarthe est en crue et il a fallu improviser des embarcadères pour circuler dans la ville. C'est en barque qu'on évacue les habitants. Je vous prends les gens. Regardez d'eau. Mais vous inquiétez pas. Allez hop, un petit effort. Prenez les gens. Allez, hop, ça y est. Ça va? En 95, nous on avait jusqu'à la 6e marche de l'escalier. Là, elle est à la 2e pour l'instant. Dans le sud-ouest, au nord du département de la Gironde, la crue a aussi suivi la tempête. Le fleuve est sorti de son lit dès lundi soir, envahissant les champs et les maisons. J'ai mes gamines qui étaient sur une table et elles avaient l'eau au niveau de la table. Donc je les ai sauvées, je les ai mis en hauteur. Voilà. C'est la seule chose qu'on peut sauver, quoi, c'est ça, pauvre. Ce soir, tous les regards sont tournés vers la Maine et la Loire. Quelques rues d'Angers sont déjà inondées. La Maine a atteint 6 mètres de hauteur. Elle devrait continuer à monter jusqu'au 1er janvier 2000, mais la crue du siècle, que l'on a un moment redoutée, ne devrait pas avoir lieu. Et puis il faut renouveler les conseils de prudence pour celles et ceux d'entre vous qui sont en montagne actuellement. Les risques d'avalanche sont très importants. 3 personnes ont été emportées au-dessus du col du Grand Saint-Bernard, c'est dans les Alpes suisses. Et puis un skieur qui évoluait hors piste dans le massif des Bauges en Savoie est porté disparu. J'ajoute comme nouvelle illustration de la force des vents lors de la dernière tempête que 2 oiseaux de haute mer ont été retrouvés vivants en Haute-Savoie. Ils ont été portés par la tempête sur quelques 800 km. Les oiseaux, victimes de la marée noire du pétrolier Erika, seraient eux au nombre de 20 000 selon la préfecture de Loire-Atlantique. On en retrouve encore sur le littoral, au nord de la Loire, où les bénévoles, jour après jour, remplissent des poubelles de sable mazouté. Ces poubelles sont ensuite acheminées vers Donge, comme le rapportent nos envoyés spéciaux Yasmina Farber et Philippe Turpot. Au port de la Turballe, ce ne sont plus des hommes et des pelles, mais des machines qui récupèrent les galettes de fioul. Une dépollution version industrielle. Sur ce chantier de la marée noire, des entreprises de travaux publics réquisitionnées. Le magma sablonneux finit sa course dans des camions-bennes. Pour parer au plus pressé, certaines communes ont accepté de mettre à disposition des terrains de stockage, comme ici, à Piriac. Entre les plages et ses bassins, les rotations sont incessantes. Comme c'est le seul dépôt sur la presqu'île, tout le monde venait ici, donc on attendait notre tour. Hier on en a fait 3, aujourd'hui on est rendu à 4, c'est déjà mieux. Après ces bassins intermédiaires, la route de la pollution s'arrête chez un pétrolier, la raffinerie Elf de Donge, près du port de Saint-Nazaire. En catastrophe, il a fallu créer 3 bassins de lagunage pour recueillir le fioul en toute sécurité. C'est la gaine géotechnique, là, ce qu'on appelle la gaine géotechnique, le GéoNap, qui va permettre, si vous voulez, de faire l'étanchéité du lagunage. Ça veut dire que le produit ne peut pas passer, aucun hydrocarbure ne va passer à travers ce système. Éviter de polluer la nappe phréatique, c'est bien sûr une des principales préoccupations. Les bassins peuvent recevoir 15 000 tonnes de fioul, mais il faudra bien s'en débarrasser un jour. La cellule de crise Totalfina, aidée de son laboratoire de recherche, aidée aussi du CEDRE, est en train de mettre au point une solution pour traiter ce fioul. Ce qui est clair, c'est que l'ensemble de ce fioul disparaîtra de notre usine. En attendant, 5200 tonnes venues de la mer s'entassent déjà dans la terre. L'opération Erika tourne à plein régime.
Aujourd'hui encore, 150 camions sont venus déverser leur cargaison de fioul. À ce rythme-là, les 3 bassins de lagunage seront saturés d'ici une semaine. Les cellules de crise des préfectures cherchent déjà de nouveaux sites de stockage. Voilà, puis au sud de l'estuaire de la Loire, les traces d'hydrocarbures jusqu'à La Rochelle sont très dispersées. Thierry Curtet et Nathalie Gallet ont survolé aujourd'hui, à partir de La Rochelle, l'île de Ré jusqu'à Noirmoutier, toute la zone. La Tranche-sur-Mer. 4 surfeurs attendent de la bonne vague. Nous survolons ce qui devrait être la pointe de la marée noire. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, un peu plus haut, une quinzaine de pêcheurs tendent leur ligne sans souci de ce qui se trouve dans l'eau. En fait, la côte vendéenne n'est que mouchetée et partiellement touchée par le pétrole. La nappe a parcouru 250 km depuis l'épave de l'Erika. Elle s'est fractionnée, disséminée, étendue. On ne se rend pas tellement compte des dégâts qu'il y a pu y avoir. Et par rapport aux images qu'on a vues en Bretagne, effectivement, ça semble moins important. Sur ces longues plages de sable, faciles d'accès, comme ici à Saint-Jean-de-Mont, le nettoyage est rapide, les groupes de 10 à 15 bénévoles efficaces. C'est lorsque nous arrivons à la hauteur de Noirmoutier que la situation s'aggrave. Dans le passage du Gois, lieu de fort courant, les parcs à huîtres ont été souillés malgré la protection des bassins et les circuits d'eau protégés. Et ce sont les plages de l'ouest de l'île de Noirmoutier qui sont les plus touchées. Là, les taches de pétrole sont épaisses et forment presque une nappe. Comme un peu plus bas, les plages retrouvent assez vite leur aspect d'origine grâce au sens civique des habitants et des nombreux touristes. Mais devant le manque d'informations sur l'évolution du pétrole plus au large des côtes, les petits ports de plaisance de l'île sont fermés et protégés. Ce saupoudrage des plages de Vendée donne donc le sentiment qu'ici, au sud, la catastrophe annoncée n'aura pas l'ampleur prévue, si bien sûr aucune autre nappe ne vient souiller les plages. En milieu de journée, un remorqueur de haute mer a quitté le port de Lorient avec à son bord un robot sous-marin. Ce robot, équipé d'une caméra, doit aller vérifier, dès que l'état de la mer le permettra, les 2 morceaux du pétrolier Erika. Reportage Jacques Deveau et Gabriel Camilla. À l'heure qu'il est, la Bisub devrait effectuer sa première plongée sur l'épave de l'Erika. Ce robot téléguidé, ultra perfectionné, est équipé de caméras. 2 équipages de 2 hommes vont piloter 24 heures sur 24 le robot pour sa mission de reconnaissance. D'abord un survey général pour voir un peu où on peut aller, et ensuite on va regarder s'il y a éventuellement des fuites, on ne sait pas du tout, on va regarder si ça peut sortir, et surtout la chose importante, voir la cassure. La Bisub peut descendre à 5000 mètres de profondeur. Un appareil du même type a d'ailleurs exploré l'épave du Titanic. Malgré tout, la mission peut s'avérer délicate. Il y a 2 facteurs. Il y a le facteur météorologique pour le bateau en surface, pour la mise à l'eau de l'engin et pour la récupération, qui sont limités à 2 mètres de creux et à 25 nœuds de vent pour le bateau, pour la tenue en positionnement dynamique. Et puis pour le véhicule sur le fond, c'est fonction de la visibilité qu'on peut avoir sur le fond. Si on veut avoir des détails importants sur l'épave, il faut qu'on ait une bonne visibilité. À bord de l'abeille supporter, de nombreux spécialistes accompagnent la mission. Experts de la marine et du Cèdre, représentants de Total, assureurs, des pêcheurs sont également présents. Quant aux images que prendra le robot, elles seront mises sous scellé pour les besoins de l'enquête. Le groupe pétrolier Total s'engage à mettre en place un fonds d'urgence de 40 millions de francs. C'est ce que vient d'annoncer le président de Total, Thierry Desmarest, après avoir été reçu par le Premier ministre Lionel Jospin. Total fait figure d'accusé aux yeux des Verts qui menacent d'un boycott les stations Total. Le pétrolier tente donc par tous les moyens de marquer sa bonne volonté. Reportage Albert Mikosi, Jacques Caprielian et Claude Barnier. Une cinquantaine de CRS protègent la Bourse de Paris. En face, presque autant de militants verts. La manifestation n'est pas bien imposante, mais elle reflète bien un état d'esprit répandu. Total n'entend rien changer à sa politique de transport maritime du pétrole. Total, en la matière, fait preuve d'une irresponsabilité totale. Les Verts appellent au boycott et à la vente massive des actions Total. Le groupe pétrolier montré du doigt est jugé responsable de l'accident de l'Erika et sa stratégie de communication n'a pas corrigé cette impression. Lorsqu'il arrive à Matignon, Thierry Desmarest a toutes ces données en tête, 1 heure d'entretien avec Lionel Jospin et sur le perron, l'annonce que Total va mettre la main au portefeuille.
nous mettions nous aussi en place un fonds d'urgence de 40 millions de francs pour couvrir des dépenses d'achat par les collectivités locales, achat de matériel et mise à disposition des collectivités locales de moyens. Concrètement, Total mettra à disposition des préfets dès la semaine prochaine des équipes spécialisées dans l'évacuation des déchets. Dans un second temps, Total financera les travaux de pompage de l'épave et des 20 000 tonnes de fioul qu'elle renferme encore. Le coût global de l'opération n'est pas connu. Ce soir, à Lorient, plusieurs centaines de Bretons expriment leur colère à l'encontre du groupe pétrolier. Ces premières mesures ne leur semblent pas suffisantes face aux préjudices qu'ils subissent, même si les traces de pollution se sont raréfiées cet après-midi. Et comme si le naufrage de l'Erika avec ses 12 000 tonnes de fioul échappées en mer ne suffisait pas à l'actualité de la pollution internationale, au large d'Istanbul, un pétrolier russe déverse des tonnes de pétrole, semant la mort, vous allez le voir, chez les oiseaux. Commentaire Bernard Lebrun. Prise au piège de la mer, hier encore nourricière. Le pétrolier russe est cassé en deux. Ses cuvées ventrées contenaient 4000 tonnes de brut. Les eaux territoriales sont turques et menacent les rivages d'Istanbul. Les oiseaux, cormorans et mouettes sont sans frontières. Et le risque de marée noire universel. Yeux rougis par le mazout, plumage noirci de pétrole, la tentative de toilettage restera vaine. De leur dernière énergie, les oiseaux tentent de fuir le piège mortel pour s'échouer sur la plage. Sans intervention humaine, ils mourront d'étouffement, plumes et pores de la peau solidifiés par le pétrole séché. 800 tonnes se sont déjà déversées sur les plages, mais l'on ignore le nombre d'oiseaux morts. Grâce à cet homme, celui-ci au moins mourra au sec. C'est vraiment dégueulasse. Plutôt une bonne nouvelle après tout ça, le nombre de demandeurs d'emploi en France a baissé de 1,7% au mois de novembre, soit 44 000 chômeurs de moins. Il y a encore 2 624 400 personnes sans emploi en France. La bataille juridique autour de l'affaire de l'embargo sur le bœuf britannique se complique. Le contentieux entre la Commission européenne et la France fera l'objet d'une saisie officielle lundi à la Cour de justice européenne. Mais la France saisit de son côté cette même Cour de justice pour un problème de droit. Une nouvelle journée de détention pour les 160 passagers du vol d'Air India retenus en otage sur l'aéroport de Kandahar en Afghanistan. Au 7e jour du détournement, les talibans au pouvoir à Kaboul ont fait une démonstration de force autour de l'appareil, mais les pirates de l'air n'ont pas bougé. Dans un ensemble de fin d'année particulièrement incertain et parfois inquiétant, il faut bien maintenant compter les heures avant l'an 2000. À partir de demain 11h, heure française, les Tonga auront passé le cap et pendant 24 heures sur France 2, nous vous ferons faire le tour du monde. On va en parler dans un instant. La crainte du bug persiste, il y aura un test, c'est un peu terrible à dire, c'est la résistance au dérèglement des ordinateurs de la centrale nucléaire chinoise de Daya Bay. Et nous sommes directement concernés puisque cette centrale qui passera à l'an 2000 7 heures avant nous est française, comme l'explique Patrice Pellet et Claude Sicard. Tous les jours, dans cette centrale, les ingénieurs français empruntent le même chemin. Ils mènent à cette salle de commande. Ici, les Français se sentent un peu chez eux. L'entrée des lieux, la disposition des consoles, tout rappelle notre pays. Et pourtant, nous en sommes très loin. Nous sommes dans la salle de commande de la tranche 1 de la centrale nucléaire de Daya Bay en Chine, qui est la duplication de la centrale de Gravelines, et c'est donc la même salle de commande. Tout est identique, même les armoires renfermant les horloges de temps. Demain, 7 heures avant la France, le chiffre 2000 devrait s'inscrire ici. Un renseignement précieux qui veut dire que si Daya Bay passe sans encombre le bog, nos centrales devraient suivre puisqu'elles sont équipées avec le même matériel. Le bug de l'an 2000 est un problème mondial. Nous sommes conscients de cela. Nous sommes responsables de la sécurité des populations, mais aussi de la bonne mise en place des procédures qui doivent assurer ce passage. Incroyable, mais en 86, pendant la construction, les ingénieurs français n'avaient pas pensé au bog. Il a donc fallu tout refaire et procéder à des essais. On a simulé donc le passage à l'an 2000 sur la tranche 2, sur un certain nombre de systèmes qui ont des fonctions vitales sur le fonctionnement de l'installation. Je dirais donc ces essais ont duré à peu près dans 4 à 5 heures et tout s'est très bien passé. On n'a donc détecté aucun défaut. Demain, à 17 h, la centrale de Daya Bay deviendra l'une des pièces maîtresses de notre passage à l'an 2000. À Paris, les ingénieurs français auront les yeux braqués vers la Chine. 7 heures avant l'an 2000, les responsables d'EDF auront donc une bonne idée de ce qui pourrait arriver au parc nucléaire français
une opportunité qu'il compte bien exploiter à fond. Sur les festivités, Jean-Luc Delarue et Michel Drucker diront ce qu'ils ont à dire dans quelques secondes. Il n'y aura pas évidemment que les Champs-Élysées, mais aussi Londres, et une fête d'aucuns qualifient de pharaonique avec une sorte de soucoupe volante plus ou moins de bon goût, selon les Britanniques. Correspondance Benoît Duquesne. Voici donc l'objet, comme une gigantesque soucoupe volante posée au bord de la Tamise, le dôme du Millennium et ses 365 mètres de diamètre, ses 50 mètres de haut et ses 1000 mètres de circonférence. Bienvenue au dôme, le vrai, le fabuleux, l'unique. C'est ici qu'en grande pompe, l'Angleterre changera d'heure, de jour, d'année et entrera en l'an 2000. À l'intérieur, c'est une tente gigantesque. On pourrait y coucher la Tour Eiffel ou bien y ranger 2 stades de Wembley. Une quinzaine de zones différentes se partagent les 8 hectares de cet espace, à mi-chemin entre la Cité des Sciences et Disneyland. 3 thèmes sont exposés ici. Qui nous sommes, où nous vivons et qu'est-ce que nous faisons. C'est un pont entre le millénaire précédent et le suivant. Et ces détracteurs ont beau dire que le dôme est à la culture ce que le Big Mac est à la cuisine. C'est bien avec cette chose que les Anglais entendent devenir le centre mondial des festivités de l'an 2000, rien de moins. Et c'est vrai qu'on y trouve de tout dans ce dôme. Tout ce qui touche à l'homme, bien sûr, à son corps, son environnement, ses rêves et même ses croyances, que l'on a toutes regroupées dans un seul et unique pavillon. Le dôme, c'est aussi un endroit de jeu et c'est surtout un espace interactif de communication où l'on s'amuse à se parler. J'ai aimé à 100%. Ça vaut vraiment le coup. Le show est super, surtout la boîte du temps. Car pour 200 francs par personne, on a droit aussi à ce spectacle d'une demi-heure, façon de Coufflet ou Cirque du Soleil. Un argument de plus pour attirer les 12 millions de visiteurs espérés en cette année 2000. Alors bien sûr, comme toujours en Angleterre, le projet a été abondamment critiqué par la presse qui a dénoncé ce qu'elle a appelé ce monstre de superficialité. Il sera quand même inauguré tout à fait normalement demain soir par la reine en présence de Tony Blair. Et ce n'est qu'après, en fonction de l'accueil du public, que l'on saura si le dôme du Millennium valait bien les 10 milliards de francs qu'il a coûté. À présent, les Champs-Élysées avec des grandes roues, oui, ça vous intéresse, messieurs, on en parlera tout à l'heure, avec des grandes roues et des mesures de sécurité très importantes, c'est le moins qu'on puisse dire. Je crois qu'il faudra faire beaucoup de marche à pied sur les préparatifs, le reportage de Valérie Fourniou et Philippe Gesselin. Toute cette portion-là, qui vous revient, dont vous devez interdire le stationnement. Vous avez tous vos carnets de PV, de contravention et vos fiches d'enlèvement. Un quadrillage en règle et sans concession. Depuis midi, les 20 000 îlotiers de la préfecture de police de Paris ont pour mission de verbaliser et d'enlever toutes les voitures stationnées dans les rues qui mènent aux Champs-Élysées. Dès demain 13h, la circulation y sera réduite, puis interdite à 18h. Pour célébrer l'an 2000, près des 12 grandes roues déployées pour les festivités, il faudra circuler à pied autour des Champs-Élysées, comme dans le secteur de la Tour Eiffel et du Trocadéro. Au total, plus de 65 000 policiers sont mobilisés dans la capitale, renforcés par plus de 3 500 gendarmes mobiles et CRS. 3 500 hommes déployés pour intervenir rapidement en cas d'incident. Mais les forces de sécurité estiment que le climat actuel en France est peu propice au débordement de violence. Ils s'affichent confiants. L'ultime répétition du grand spectacle des Champs-Élysées se joue actuellement. Au jour J-2, que la fête commence dans 24 heures. Voilà, donc tous ensemble avec Gérard Rolls, avec Thierry Ardisson, avec Clémence Arnaud, Julie Reynaud, Pascal Deschamps, Laurence Ostelaza, Laurence Piquet, Florence Duprat et beaucoup d'autres, notamment toute la rédaction. Et Claude Sérillon. Toute la rédaction de France 2 qui va faire beaucoup de reportages. On va faire le tour du monde. Michel, Jean-Luc, c'est le présentateur du siècle. Ah, moi j'aurai un privilège par rapport à Michel, c'est vrai que je serai, disons qu'on aura l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées et Michel Drucker. J'aurai 4 monuments donc autour de moi, parce que Michel a été élu animateur du millénaire par les spectateurs qui ont voté et je vais scintiller, je vais m'allumer dès 21h. Vous allez être magnifique. Mais alors ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on a une vraie chance que les autres télévisions, y compris les télévisions étrangères, n'ont pas. C'est qu'on va être situé au sommet de la plus belle avenue du monde.
très impressionnant. Je suis allé Je veux dire, voir on a construit un studio au-dessus du célèbre drugstore. Qui a résisté à la tempête. Qui a résisté à la tempête. Et comme le dit Jean-Luc, on a un point de vue magique, quoi. Je comprends que les télévisions étrangères et concurrentes de France Télévisions nous envient. Parce que si vous êtes déjà promené autour de l'Arc de Triomphe au cours des jours précédents, vous voyez ce studio en plein ciel. Et il faut déjà remercier tous les artistes qui vont accepter et qui acceptent de venir jusque-là chanter. Pour ce tapis il fera 2 ou 3 degrés. La nuit, ça ne s'est jamais vu. Alors que sur les autres chaînes, le réveillon a lieu C'est un en tapis studio. rouge avec aussi un spectacle qui commence un petit peu après minuit. Un petit peu avant même, puisque la Tour Eiffel commence à s'agassouiller à partir de 23h57. Ensuite, on aura un spectacle de 6 minutes 30. Et puis on enchaîne directement, puisque c'est directement lié avec ces 11 roues dont on va surveiller les répétitions ce soir pour être le moins On quitte mauvais le camp de possible base maintenant. Là. Oui, absolument, on sera bientôt sur zone. Est-ce que vous avez les numéros? Oui, j'ai tous les numéros. Mais on ne va pas tout vous dire maintenant. Il y a assez d'événements, c'est vrai. Mais c'est vrai que chaque roue a un symbole, a une histoire. Ce sont des créateurs qui sont des gens brillantissimes, qu'on a pré-interviewés, qu'on a rencontrés. Et on va se promener tout à l'heure avec Jean-Luc pour les voir de près. Et surtout, moi, ce qui me fascine, c'est que, bon, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on disait qu'est-ce qu'on va faire aux dernières heures de 99. Et on n'imaginait pas qu'on serait vraiment au cœur de l'événement. Et qu'on serait ensemble, Michel. Et qu'on serait ensemble. C'est vrai, parce que le public ne sait pas encore que nous sommes ensemble, Jean-Luc et moi, depuis très longtemps. Oui. Mais la presse à scandale l'a pas encore écrit. Je voudrais une question. Vous avez commencé la télé quand exactement, M. Mon premier. Il y a combien de temps? Vous avez 36 ans. Mon premier réveillon, c'était en 64, mais j'ai passé sur les toits de Cognac-G. Et des années après, je suis sur un autre toit, pratiquement celui de l'Arc de Triomphe. Non mais 36 ans, parce que je me posais une question juste Claude, parce que moi j'ai 35 ans et quelques mois, je me demandais si mes parents m'avaient pas conçu juste en regardant la première prestation de télévision de Drucker, si vous n'étiez pas un peu monté. Mais vous saviez pas que j'étais vendu avec le poste? Alors, il y aura des tirages de loto, s'il faut le dire. Deux. Hein, c'est l'auto du siècle. Il y a un tirage dont un dans quelques minutes. 100 millions de francs. Et Karine Le Marchand. 100 millions. Et un tirage avec 50 gagnants à 1 million de francs. À partir de 21h30. Donc alors, en direct également dans je reviens Jean-Luc sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous allons faire le tour du monde. Ah ouais. Fuseau horaire après fuseau horaire, on sera en liaison d'une dizaine de lieux de France, on sera en liaison d'à peu près tous les pays du monde, en images ou en son avec les envoyés spéciaux, les correspondants et autres. 25 fois minuit, 24 fuseaux horaires, enfin c'est assez spécial, on comprendra pourquoi demain. Donc 25 fois demain à 10h du matin. Demain à 10h, à 11h il est minuit au Tonga. France 2 est la seule chaîne au monde à être sur la première ligne de l'an 2000. Et le roi des Tonga est vraiment pas le roi des... En tout cas c'est un vrai patron. Et le roi du Tonga d'abord c'est Gérard Rolls, le roi du Tonga. C'est Gérard Rolls, effectivement, a donc décalé légèrement l'horaire pour pouvoir passer à l'an 2000 avant tout le monde. Et Gérard Rolls est donc sur la ligne de l'an 2000 le premier. Alors c'est vrai que le monde entier viendra à nous grâce à des caméras placées dans tous les endroits stratégiques de la planète. Également en France, j'insiste, vous avez commencé votre journal en disant la fête malgré tout, on pourrait dire la fête quand même, comme le titrait un quotidien cette semaine. La fête aussi, mais c'est vrai qu'on goûtera à toutes sortes d'ambiances un peu partout en France. Donc la reconstruction, si on peut dire, mais également la tristesse, on sera en direct de la Baule avec Loïc Perron, Claude. La vie, la naissance à Bordeaux, dans une maternité, la fête, au Bain-Douche à Paris, à Courchevel, et puis on sera à Lille, à Marseille, à Toulouse. Thierry Ardisson, c'est de rappeler des souvenirs. Une question, Jean-Luc, on dit toujours que vous êtes très méthodique, très organisé. Est-ce que vous risquez un bug vous-même? Je peux bugger, je risque de devenir drôle à l'heure de minuit, effectivement. C'est vrai? Oui. Comme Michel Drucker risque de devenir méchant et Thierry Ardisson gentil. Michel, c'est bien d'être quand même l'animateur du siècle, non? C'est très émouvant, oui. Oui, puis ça rejaillit sur toute la chaîne, tout sympa. Ouais, en tout cas, mais je suis très content, c'est mon 10e réveillon, mais je précise, c'est le premier en direct complet. Ouais. Et si je me permets d'insister, c'est que tous ceux qui vont venir aux Champs-Élysées, regroupez-vous vers le haut, entre 21h et minuit, et vous pourrez nous apercevoir. Et vers 23h, Jean-Luc Delarue sautera. Qui sera peut-être électroyé. On va parler des cirques maintenant. Je relis mon si vous voulez bien. Les cirques vont quand même participer au passage festif de l'an 2000, malgré les dommages causés par la tempête en région parisienne. J'ai vu d'ailleurs que l'Europe s'est mobilisée pour aider le cirque Grus. Et ça a commencé aujourd'hui. Alors d'abord, il y a eu la ministre de la Culture que vous recevrez, je crois. Oui, bientôt, qui a annoncé un déblocage de 5 millions de francs en faveur des cirques détruits. Pinder, Bouglione, Arlette Grus et Imagine se sont associés. Et déjà cet après-midi, sous un chapiteau commun, c'était roulement de tambour. Le reportage est de Marie-Hélène Bonneau et Jean-Louis Bousser. Sandra et ses 6 étalons arabes, l'un des numéros phares du cirque Pinder. Personne n'aurait pensé que les animaux regagneraient la piste si vite après un tel cataclysme. Dimanche dernier, 2 heures de tempête ont suffi pour détruire entièrement ou presque les chapiteaux de plusieurs cirques. Aujourd'hui, main dans la main, pour remonter sur les lieux mêmes du sinistre, un chapiteau de 2500 places. On monte le chapiteau en 3 heures, on le démonte en 2 heures.
Si on n'avait pas été capable de monter ça en 2 jours, on n'était pas des gens de cirque. C'est une belle démonstration de solidarité, surtout que, bon, c'est vrai que la profession du cirque a un peu l'image de s'entre-déchirer, mais là c'est le moment de prouver le contraire. Une quarantaine d'artistes, jongleurs, acrobates, trapézistes, prêts à se surpasser pour leur public. Cette opération, c'est presque mieux qu'un tour de magie de Zoltan. Jusqu'au 16 janvier, le cirque revivra tous les après-midi sur la pelouse de Reuilly, histoire de démontrer qu'il peut aussi dompter les éléments. Voilà, puis quant à la troupe du nouveau cirque de Pékin, elle se produira aussi pour les festivités de l'an 2000, et ce, au théâtre Mogador. Michel, vous voulez ajouter quelque chose ? Intéressante. Michel Cotta et Yves Bigot, le patron du divertissement, nous ont annoncé il y a une demi-heure que TV5 va relayer les 28 heures de programme. Ça veut dire qu'il y a 85 pays. Tous les Français du bout du monde pourront vous voir à partir de 10h demain matin. Cher Claude. Jusqu'au 1er à 14h. Voilà. Dans TV5 RFO. Oui. Belgique, Suisse, évidemment. C'est 85 pays, l'Asie du Sud-Est. Un demi-milliard de spectateurs potentiels. Voilà. Ça va vous intéresser. En sport, Christophe Dugarry, l'attaquant de Marseille, est à Bordeaux. Un contrat en faveur des Girondins de Bordeaux. On va dire entre 30 et 50 millions de francs. 40 à peu près, oui, je pense. On va dire 40. 5 millions, 5 ans et demi, non, vous n'avez pas le c'est pas encore. Hein. Et puis des nouvelles Et Diawara bien joué à Paris. Ça y est, il a signé. Merci beaucoup. C'est qui Diawara? Et puis oui. C'est pas une grossièreté, ça, Jean. Et puis les nouvelles plutôt rassurantes. Là aussi, ça vous fera plaisir concernant l'ex-Beatles George Harrison et son épouse. Ils ont été blessés à coups de couteau dans leur domicile dans le centre de Londres. Leurs joueurs ne sont pas en danger. Il s'agirait, comme on dit, d'un acte d'un déséquilibré. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je voudrais vous rappeler les informations concernant la tempête et la marée noire. Concernant la tempête, le bilan est maintenant de 83 morts. Les inondations sont sans doute très préoccupantes dans toute la vallée de la Loire. On pense au Maine-et-Loire et à la Loire-Atlantique, mais il y a des crues, notamment en Normandie et dans le Nord-Pas-de-Calais. EDF continue de réparer, mais il y a toujours 800 000 foyers privés de courant ce soir, ainsi qu'1 million d'abonnés au téléphone qui ont été privés de leur téléphone aujourd'hui. EDF essaie de faire le maximum. Il y a eu 3 ouvriers EDF blessés aujourd'hui. Le président Chirac était en Haute-Vienne. Il a rencontré un certain nombre d'élus et de personnes sinistrées. Il a dit qu'il fallait faire état du cœur, tandis qu'il y a une polémique autour de l'aide apportée par le gouvernement. En marée noire, eh bien, le stockage se fait autour de Donge pour toute la marée noire recueillie sur les plages du Croisic notamment depuis quelques jours. Monsieur Desmarais, le PDG Total, a rencontré Lionel Jospin. Il a annoncé que son groupe débloquait 40 millions de francs pour aider à lutte contre la pollution. Ces oiseaux, ils ne sont pas du littoral atlantique, mais c'est tout comme. Ce sont des oiseaux victimes d'une pollution non loin des côtes turques. Dans quelques instants, Nathalie Riou avec la météo, puis le point route avec Valérie Maurice. Ça s'améliore un petit peu. À 20h55, un vrai bonheur avec Microcosmos, je vous le recommande. Puis à 22h30, la main au collet d'Hitchcock avec Gary Grant et Grace Kelly. Et la cagnotte historique dans 2 minutes. Et la cagnotte historique dans 2 minutes. 0h15, Laurence Ostelajas. J'ai même les numéros gagnants. Demain à 7h50, Françoise Laborde recevra un ami de Jean-Luc Delarue, José Beauvais. Et puis à 13h, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabe. Et à 20h, Béatrice Schoenberg, qui sera donc la dernière à vous souhaiter un bon passage en demi. À demain 10h. Et merci. Je vais sur ma terrasse. Je vais sur ma terrasse maintenant. Merci. À demain 10h, comme vous dites. À demain. Je compte sur vous. Du matin.